Bienvenue, courageux explorateurs de mystères, dans Murmure du néant. Ici, entre ombres et secrets enfouis, nous plongerons dans des récits qui mettront votre raison à l'épreuve. Préparez-vous à affronter l'inexplicable et à découvrir ce qui se cache dans les ténèbres. Première histoire, la confrérie sombre. Pendant le second semestre de sa deuxième année à l'université, Romain commençait enfin à se sentir à l'aise dans le milieu universitaire. Il avait des amis, de bonnes notes et était excité par les fêtes que la vie étudiante offrait. Son colocataire, Antoine, était particulièrement intéressé par les fraternités et avait décidé qu'il devait assister à quelques-unes de leurs soirées pour voir s'il voulait en rejoindre une. Un jeudi soir, Antoine et Romain se préparèrent pour une fête organisée par une fraternité peu connue. La maison de la fraternité se trouvait dans une rue sombre, en dehors du campus principal. À leur arrivée, ils furent accueillis par un homme de petite taille et corpulent, vêtu d'un t-shirt blanc taché de sueur, tenant un gobelet en plastique. Il les guida à l'intérieur, où la fête battait déjà son plein. La pièce était mal éclairée et étouffante, remplie de visages inconnus, principalement des hommes. L'atmosphère était lourde et désagréable. Romain commençait à ressentir une inquiétude croissante, mais Antoine était déterminé à profiter de la soirée. Ils prirent des boissons et essayèrent de se mêler à la foule. Alors qu'Antoine semblait s'intégrer rapidement, Romain se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il remarqua que beaucoup des garçons à la fête les regardaient étrangement, comme s'ils évaluaient chacun de leurs mouvements. Lorsque Romain s'éloigna pour prendre l'air, il fut abordé par un homme au regard sinistre, un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. L'homme insista pour que Romain boive dans un verre contenant un liquide inconnu. À contre-cœur, Romain prit une gorgée, mais le goût était étrange et désagréable. L'homme continua d'insister, essayant de l'entraîner dans une conversation que Romain ne voulait pas avoir. Il ressentit soudainement des vertiges et se rendit compte que quelque chose n'allait vraiment pas. Essayant de garder son calme, Romain retrouva Antoine et l'éloigna discrètement de la maison. Alors qu'il descendait les escaliers, Romain expliqua à Antoine qu'il pensait que sa boisson avait été trafiquée. Antoine était inquiet et suggéra d'appeler la police, mais Romain pensait que cela ne servirait à rien. Ils décidèrent de retourner au dortoir pour se reposer, en essayant d'oublier cette nuit troublante. Le lendemain matin, Romain se sentait toujours étrange et mal à l'aise. Il se rendit compte que sa mémoire de la nuit précédente était floue, comme s'il manquait des morceaux. Inquiet, il décida de tout raconter au conseiller étudiant, espérant qu'une action pourrait être prise pour éviter que d'autres étudiants ne vivent la même expérience. Le conseiller fut compréhensif et promit de mener une enquête sur la fraternité. Romain ressentit un soulagement momentané, mais l'expérience continuait de le hanter. Il commença à faire des cauchemars récurrents, revivant la nuit où sa boisson avait été trafiquée. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les visages des hommes à la fête, ressentait la claustrophobie de la salle étouffante et entendait le son de rire sinistre autour de lui. Quelques semaines plus tard, Romain reçut un message du conseiller, l'informant que la fraternité faisait l'objet d'une enquête et que d'autres plaintes similaires avaient été déposées. Bien que cela lui apportât un certain soulagement, cela le perturbait également. L'idée que d'autres pourraient avoir vécu la même expérience le troublait profondément. Décidé à avertir les autres étudiants, Romain commença à partager son histoire. Lui et Antoine organisèrent des réunions sur le campus, encourageant les étudiants à être prudents et vigilants face aux situations suspectes. Ils distribuèrent des brochures et prirent la parole lors d'événements étudiants, s'efforçant de s'assurer que personne d'autre ne subirait ce qu'avait vécu Romain. La vie reprit son cours, mais Romain n'oublia jamais la nuit à la fraternité. Il continua à étudier et à participer aux activités du campus, mais toujours avec une nouvelle couche de prudence. Les fêtes ne furent plus jamais les mêmes pour lui, et il s'assurait toujours d'être dans des environnements sûrs, entouré d'amis de confiance. Une nuit, alors qu'il était dans sa chambre, Romain reçut un message anonyme sur son téléphone. Le message disait « Je sais ce que tu essaies de faire. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. » Le cœur de Romain s'emballa. Il montra le message à Antoine, qui suggéra d'aller voir la police. Romain était d'accord et le lendemain, ils signalèrent la menace aux autorités du campus. La police du campus prit la menace au sérieux et commença à surveiller la situation. Romain commença à se sentir suivi.
Il remarqua une voiture étrange garée près de son dortoir plusieurs fois et vit les mêmes personnes apparaître dans les endroits qu'il fréquentait. La paranoïa commença à l'affecter, mais il était déterminé à poursuivre sa mission pour assurer la sécurité des autres étudiants. Lors d'une réunion de sécurité sur le campus, Romain remarqua un groupe d'hommes l'observant depuis un coin de la pièce. Il reconnut certains d'entre eux de la fête à la fraternité. Se sentant vulnérable, il décida de parler de la situation au recteur de l'université. Celui-ci assura à Romain que l'université prenait toutes les mesures nécessaires pour protéger les étudiants et que la fraternité en question était sous surveillance constante. Pourtant, la pression sur Romain continuait d'augmenter. Il commença à recevoir plus de messages menaçants, chacun plus perturbant que le précédent. Une nuit, il trouva sa voiture vandalisée, des mots menaçants peints sur les portes. La police fut à nouveau appelée, mais les responsables ne furent jamais identifiés. La situation atteignit son paroxysme lorsque Romain reçut un message disant « Si tu ne t'arrêtes pas, quelque chose de mal va arriver ». Il savait que sa sécurité était en danger, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas abandonner. Il avait un objectif, s'assurer que personne d'autre ne vivrait ce qu'il avait vécu. Dans une nuit pluvieuse, alors qu'il rentrait d'une réunion tardive, Romain fut abordé par deux hommes. Ils le poussèrent contre un mur et lui ordonnèrent d'arrêter d'enquêter sur la fraternité. Romain, effrayé, essaya de se défendre, mais les hommes étaient forts et déterminés. Ils le laissèrent blessé et terrifié, avec un avertissement final, c'est ta dernière chance. Romain décida qu'il ne pouvait pas continuer seul. Il se réunit avec Antoine et d'autres amis proches et leur raconta tout. Ensemble, ils formèrent un groupe de soutien et décidèrent de s'adresser aux médias. Ils racontèrent leurs histoires à un journaliste local, qui se montra intéressé par révéler la vérité sur la confrérie sombre. Le reportage fut diffusé, dévoilant les pratiques perturbantes de la fraternité. L'université fut contrainte d'agir et la confrérie fut suspendue indéfiniment. Romain et ses amis reçurent le soutien de la communauté universitaire et furent applaudis pour leur courage. Malgré le traumatisme, Romain utilisa son expérience pour faire la différence. Il devint un défenseur actif de la sécurité des étudiants et travailla sans relâche pour s'assurer que le campus soit un lieu sûr pour tous. Son passé marqué par la confrérie sombre se transforma en une mission pour protéger et éduquer les autres étudiants. Lors de sa dernière année à l'université, Romain fut invité à prendre la parole lors d'une conférence sur la sécurité des étudiants. Il raconta son histoire, partageant les leçons apprises et les changements qu'il avait contribué à mettre en place. Son courage et sa détermination inspirèrent beaucoup, et il fut ovationné à la fin de sa présentation. L'expérience avec la confrérie sombre marqua profondément la vie de Romain, mais elle le transforma également en un leader et défenseur de la sécurité sur le campus. Il quitta l'université non seulement avec un diplôme, mais aussi avec la certitude d'avoir fait une différence et d'avoir aidé à créer un environnement plus sûr pour tous les étudiants à venir. Une nuit, Romain reçut un appel d'un numéro inconnu. En répondant, il n'entendit que des respirations lourdes de l'autre côté de la ligne. Un frisson lui parcourut l'échine, mais au lieu de raccrocher, il dit d'une voix ferme, « Je n'ai pas peur. Je ne m'arrêterai pas. » La ligne se coupa brusquement, et Romain resta dans l'obscurité de sa chambre, sachant que sa lutte était loin d'être terminée, mais aussi qu'il n'était pas seul. Depuis ce moment, Romain commença à remarquer des choses étranges autour de lui. Ses affaires bougeaient d'elles-mêmes, des bruits inexplicables résonnaient dans sa chambre la nuit, et des symboles étranges apparaissaient peints sur les murs du campus. Une nuit, alors qu'il rentrait à son dortoir, il sentit quelqu'un le suivre. Il accéléra le pas, mais les pas derrière lui accélérèrent également. En tournant au coin d'une rue, il vit une silhouette sombre l'observer depuis les ombres. La silhouette disparut en un éclair, le laissant avec un sentiment d'angoisse. Romain commença à soupçonner que la confrérie avait des connexions plus profondes et plus sombres qu'il ne l'avait imaginé. Déterminé à découvrir la vérité, il consulta les archives anciennes de l'université et découvrit des histoires de disparitions et de rituels étranges associés à la confrérie depuis des décennies. Plus il enquêtait, plus cela devenait dangereux. Il reçut une note menaçante glissée sous sa porte une nuit, « Tu joues avec le feu. Arrête de creuser dans ce que tu ne comprends pas. » Ignorant les avertissements, Romain continua d'explorer l'histoire sombre de la confrérie.
Il découvrit d'anciens documents et des témoignages de personnes qui avaient été impliquées avec la confrérie et avaient disparu mystérieusement. Chaque pas qu'il faisait augmentait sa paranoïa, mais sa détermination à découvrir la vérité était plus forte que toute peur. Une nuit, alors qu'il examinait des archives à la bibliothèque de l'université, Romain entendit des pas derrière lui. Il se retourna rapidement, mais ne vit personne. L'atmosphère était tendue et la sensation que quelque chose n'allait pas s'intensifier. Il décida de retourner à son dortoir, mais en chemin, il sentit quelqu'un le suivre. Il marcha plus rapidement, mais les pas derrière lui accélérèrent également. Finalement, il arriva dans sa chambre et ferma la porte à clé, se sentant soulagé pour un moment. Cette nuit-là, Romain eut du mal à dormir. Chaque petit bruit le faisait sursauter du lit, craignant qu'on essaie d'entrer. Le lendemain matin, il trouva une note sur son bureau, « Je t'ai dit d'arrêter. Maintenant tu verras les conséquences. » La menace était claire et Romain savait qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Il décida qu'il était temps d'en finir une fois pour toutes. Il contacta Antoine et ses amis les plus proches et leur raconta tout ce qu'il avait découvert. Ensemble, ils formèrent un plan pour exposer publiquement la confrérie et mettre fin à ses activités sombres une bonne fois pour toutes. Ils organisèrent une conférence de presse à l'université, où ils révélèrent toutes les preuves qu'ils avaient trouvées et racontèrent leurs propres expériences. L'histoire fut reprise par plusieurs médias, et la pression sur l'université pour prendre des mesures drastiques augmenta. Finalement, après une longue enquête et sous la pression du public, la confrérie fut officiellement dissoute. Romain et ses amis furent salués pour leur courage et leur détermination à rendre le campus plus sûr. Bien que le cauchemar soit terminé, Romain savait que les cicatrices émotionnelles et la paranoïa dureraient longtemps. Cependant, il se sentait soulagé d'avoir fait ce qui était juste et d'avoir protégé d'autres étudiants de vivre ce qu'il avait vécu. Avec le temps, Romain trouva du réconfort dans le soutien de ses amis et dans le fait de savoir qu'il avait fait une différence réelle dans sa communauté universitaire. Bien qu'il restât vigilant, il se permit de se concentrer à nouveau sur ses études et sur la construction d'un avenir sans les ombres de la confrérie sombre qui rôdait à chaque coin de rue. Son histoire devint un symbole de courage et de persévérance, inspirant d'autres à se lever contre l'injustice et à lutter pour ce qui est juste, peu importe les risques. Deuxième histoire, le parc universitaire. 2 ans après son expérience terrifiante avec Antoine, Raphaël était bien établi dans la vie universitaire. Il avait un groupe solide d'amis et participait à diverses activités extrascolaires. Lors d'un des nombreux week-ends d'automne, Raphaël et ses amis décidèrent d'explorer un parc forestier près du campus. Le parc, situé aux limites de l'université, était connu pour ses sentiers isolés et son atmosphère mystérieuse. C'était une nuit de pleine lune, et le groupe était excité à l'idée de faire un petit feu de camp et de raconter des histoires d'horreur. Ils marchèrent pendant environ une demi-heure jusqu'à trouver une clairière cachée, parfaite pour leurs intentions. Ils allumèrent un feu de camp et commencèrent à s'amuser, partageant des rires et des histoires effrayantes. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le temps semblait s'accélérer. La combinaison de la lumière du feu et de l'obscurité autour créait des ombres dansantes qui animaient les arbres. Au milieu des rires, l'une des amies de Raphaël, Amélie, s'arrêta brusquement. « Avez-vous entendu ça ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Tous se turent, essayant de capter le moindre son étrange. Soudain, ils entendirent le bruit de feuilles sèches piétinées, venant de quelque part dans l'obscurité. Raphaël et ses amis se regardèrent, essayant de comprendre s'il s'agissait simplement de la paranoïa causée par l'atmosphère ou de quelque chose de réel. « C'est peut-être un animal, suggéra Marc, tentant de calmer les esprits. Mais les sons continuèrent, maintenant plus proches et distincts. C'était comme si quelqu'un tournait autour de la clairière, restant hors de vue. « Partons d'ici, » dit Raphaël, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Tous furent d'accord et commencèrent à éteindre rapidement le feu de camp. Alors qu'ils ramassaient leurs affaires, une branche fut jetée vers eux, tombant au milieu du feu de camp presque éteint. Tous se figèrent, regardant autour d'eux avec peur. « Qui est là ?» cria Raphaël, essayant de paraître courageux. Mais il n'y eut pas de réponse, seulement le son des branches qui se brisaient sous des pieds invisibles. Sans perdre plus de temps, le groupe commença à marcher rapidement de retour vers le campus, regardant constamment par-dessus leurs épaules. Le chemin du retour semblait interminable, et la sensation d'être observé était palpable.
Quand ils sortirent enfin de la forêt et atteignirent la sécurité du campus, tous étaient hors d'haleine et nerveux. De retour au dortoir, ils tentèrent de rire de l'expérience, mais la peur était toujours présente. Raphaël ne pouvait pas chasser de sa tête l'idée qu'ils auraient pu rencontrer quelque chose de plus qu'un simple animal dans la forêt cette nuit-là. Les ombres et les sons de la nuit le hantaient dans ses rêves, les transformant en cauchemars récurrents. Quelques semaines passèrent, et Raphaël et ses amis commencèrent à oublier l'expérience effrayante dans le parc. Cependant, une sensation d'inquiétude persistait toujours. Ils se demandaient si vraiment il y avait quelque chose ou quelqu'un les observant cette nuit-là. La curiosité et le besoin de réponse poussèrent Raphaël à enquêter davantage sur le parc. Il découvrit que depuis de nombreuses années, la région était connue pour être un lieu de réunion clandestine et de rituels. Certaines histoires parlaient d'apparitions mystérieuses et de sons inexplicables venant de la forêt. Déterminé à en savoir plus, Raphaël passa plus de temps à la bibliothèque, recherchant le passé sombre du parc. Un jour, il trouva un vieux journal mentionnant des disparitions inexplicables dans la région pendant les années 1960. Les victimes n'avaient jamais été retrouvées, et les cas étaient restés non résolus. Raphaël partagea ses découvertes avec ses amis, les laissant encore plus perturbés. Ils commencèrent à réaliser qu'ils avaient peut-être eu de la chance de sortir indemnes de cette nuit-là. Déterminés à affronter leur peur et à obtenir des réponses, Raphaël et ses amis décidèrent de retourner au parc, mieux préparés cette fois-ci. Ils apportèrent des lampes de poche, des caméras et même un enregistreur audio pour documenter toute activité inhabituelle. L'idée était simple, explorer à nouveau la clairière et essayer de capturer toute preuve d'activité paranormale. La deuxième visite au parc fut encore plus terrifiante que la première. Alors qu'ils marchaient le long des sentiers, la forêt semblait plus dense et sombre. Le silence était total, interrompu seulement par les pas prudents du groupe. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, ils montèrent leur campement et commencèrent à explorer. La nuit était froide, et la pleine lune illuminait la clairière d'une manière surnaturelle. Raphaël et ses amis commencèrent à se raconter des histoires d'horreur, essayant de détendre l'atmosphère. Cependant, la sensation d'être observé ne disparut jamais complètement. Soudain, l'enregistreur audio captura un son étrange, une sorte de murmure que personne ne parvenait à identifier. Effrayés mais déterminés à continuer, ils décidèrent d'explorer les environs de la clairière. C'est alors qu'ils trouvèrent quelque chose de vraiment perturbant, un cercle de pierres disposé étrangement, avec des symboles gravés dessus. Au centre du cercle, il y avait une bougie éteinte et des restes de cire fondue. Raphaël sentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant qu'il pourrait avoir trouvé des preuves d'un quelconque rituel. Décidés à ne pas rester plus longtemps, ils commencèrent à rassembler leurs affaires pour partir. Cependant, avant qu'ils ne puissent sortir, ils entendirent à nouveau le bruit de pas autour de la clairière. Cette fois, ils étaient plus forts et plus proches. Les lampes de poche commencèrent à clignoter, projetant des ombres effrayantes autour d'eux. Raphaël rassembla son courage et cria « Qui est là ? Montrez-vous » Mais il n'y eut aucune réponse, seulement un silence oppressant. Ils commencèrent à courir en direction du campus, mais la sensation d'être poursuivis était accablante. Lorsqu'ils atteignirent enfin la limite de la forêt, tous étaient épuisés et terrifiés. De retour au dortoir, ils passèrent en revue les enregistrements et les photos qu'ils avaient pris. Le murmure capté par l'enregistreur audio était clair, mais incompréhensible. Les photos montraient des ombres étranges et des figures indistinctes, qui n'étaient pas présentes au moment de la prise de vue. L'expérience convainquit Raphaël et ses amis qu'il se passait quelque chose de vraiment sinistre dans cette forêt. Ils décidèrent de partager leurs découvertes avec les autorités du campus, espérant que quelqu'un pourrait enquêter sérieusement. Cependant, les autorités traitèrent l'affaire avec scepticisme, pensant que les étudiants faisaient simplement une blague ou exagéraient la situation. Raphaël et ses amis étaient frustrés, mais ils savaient qu'ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire et de perturbant. Avec le temps, la vie sur le campus reprit son cours normal, mais l'expérience dans le parc laissa une marque indélébile sur Raphaël. Il continua ses recherches sur le lieu, déterminé à découvrir la vérité. La forêt et ses mystères devinrent une obsession, un puzzle qu'il était résolu à résoudre. Encore aujourd'hui, Raphaël et ses amis se retrouvent pour se remémorer cette nuit-là, partageant leurs histoires avec les nouveaux étudiants et les mettant en garde contre les dangers d'explorer la forêt.
Les ombres et les murmures de cette nuit-là restent un souvenir vivace, un rappel constant que certains mystères peuvent ne jamais être résolus. Alors que nous nous apprêtons à révéler une nouvelle histoire qui va au-delà des limites de la peur, je vous demande, avez-vous vérifié que vous êtes bien abonné à notre chaîne? Ne prenez pas le risque de manquer les prochains chapitres terrifiants qui mettront votre courage à l'épreuve. Soyez prêts à plonger dans un nouveau cauchemar avec nous. Troisième histoire, la porte mystérieuse. Au début de sa 2e année à l'université, Julien était enthousiaste à l'idée de vivre dans une chambre individuelle. Il avait eu la chance d'obtenir une chambre dans un coin de l'étage, un peu isolé des autres dortoirs, ce qui lui offrait un peu plus d'intimité. Julien était impatient de profiter de sa solitude tout en ayant toujours la possibilité de socialiser avec ses amis quand il le voulait. Les premières semaines se passèrent tranquillement. Julien passait la plupart de son temps à étudier ou à sortir avec des amis. Cependant, une nuit alors qu'il étudiait pour un examen de biologie, quelque chose de perturbant se produisit. Le silence de sa chambre fut interrompu par une série de coups forts à la porte. Julien se leva, ouvrit la porte rapidement, mais ne trouva personne dans le couloir. Il haussa les épaules, pensant que cela pourrait être une farce de la part des nouveaux étudiants. Pourtant, la nuit suivante, les coups revinrent. Cette fois-ci, ils étaient encore plus forts et insistants. Julien cria « Qui est là ?», mais n'obtint aucune réponse. Il sortit à nouveau de sa chambre et trouva le couloir désert. Cette fois, un frisson lui parcourut l'échine. Il commença à soupçonner que ce n'était pas seulement une farce. Il se décida à découvrir ce qui se passait. La nuit suivante, lorsque les coups recommencèrent, Julien était prêt. Il ouvrit rapidement la porte et se précipita dans le couloir, tournant au coin vers le couloir principal. Encore une fois, il n'y avait personne en vue. Il vérifia les salles de bain et les autres portes du dortoir, mais tout était silencieux. Les nuits passèrent et les coups devinrent une constante. Julien commença à perdre le sommeil et à devenir obsédé par l'idée de découvrir qui faisait cela. Il installa une caméra de sécurité cachée dans le couloir pour attraper le coupable en flagrant délit. Le lendemain matin, il vérifia l'enregistrement et fut choqué de constater que la caméra n'avait capté personne, malgré les coups clairement audibles. De plus en plus paranoïaque, Julien commença à parler aux autres résidents de l'étage. Personne ne semblait avoir entendu les coups ou connaître quelqu'un qui jouait des tours. Il commença à se demander s'il n'imaginait pas tout cela, mais les marques de mains sales qui apparaissaient mystérieusement sur sa porte le convainquirent du contraire. Une nuit, Julien fut réveillé par un coup encore plus fort. Quand il ouvrit la porte, il vit une silhouette au loin dans le couloir. C'était un homme grand et encapuchonné, debout, à l'observer. L'homme se retourna alors et entra dans les toilettes au bout du couloir. Julien se précipita derrière lui, mais quand il arriva aux toilettes, il ne trouva personne. Une vague de panique l'envahit. Qui était cet homme et que voulait-il? Le lendemain, Julien décida de tout raconter au directeur du dortoir. Ils vérifièrent les caméras de sécurité de l'étage et, à la surprise de Julien, virent la silhouette encapuchonnée sur les enregistrements. Cependant, il n'y avait aucun enregistrement de quelqu'un entrant ou sortant du bâtiment. Cela inquiéta le directeur qui décida d'appeler la police du campus. La police lança une enquête mais ne trouva aucune piste concrète. Les coups continuèrent et la silhouette encapuchonnée apparaissait sporadiquement, disparaissant toujours avant que Julien ou la police ne puissent l'attraper. Julien commença à craindre pour sa sécurité et envisagea de déménager dans un autre dortoir, mais il sentait que quitter la chambre signifierait abandonner l'idée de découvrir la vérité. Une nuit, après une semaine sans incident, Julien fut réveillé par un bruit fort et continu. Cette fois-ci, il semblait que quelqu'un essayait de forcer la porte. Tremblant, il prit son téléphone et appela la police du campus. Pendant qu'il attendait, le bruit cessa et le couloir redevint silencieux. Lorsque la police arriva, ils fouillèrent tout l'étage mais ne trouvèrent personne. Les policiers suggérèrent à Julien de passer la nuit ailleurs pour sa propre sécurité. Il accepta l'offre et se rendit chez un ami. Le lendemain matin, lorsqu'il retourna dans sa chambre, il trouva une note sous la porte. La note disait « Tu n'aurais pas dû me voir ». Julien fut terrifié et montra la note à la police. La police renforça la surveillance de l'étage et déploya une équipe pour surveiller le bâtiment la nuit. Malgré cela,
Les coups continuèrent et l'homme encapuchonné réussissait toujours à éviter d'être capturé. Julien était épuisé et au bord de l'effondrement nerveux. Il décida de demander l'aide d'un professeur de psychologie de l'université, qui lui conseilla de tenir un journal détaillé de tous les événements. Suivant ce conseil, Julien commença à noter chaque bruit, chaque coup et chaque apparition de l'homme encapuchonné. Il commença également à remarquer un schéma dans les horaires des coups et tenta de prédire quand le prochain incident se produirait. Une nuit, armé d'un enregistreur et d'un courage nouvellement découvert, il attendit l'arrivée de l'homme encapuchonné. Vers 2 heures du matin, les coups recommencèrent. Julien alluma l'enregistreur et se cacha près de la porte, espérant attraper l'intrus sur le fait. Quand les coups cessèrent, il ouvrit la porte et trouva à nouveau le couloir vide. Mais cette fois, il remarqua quelque chose qui lui avait échappé auparavant, il y avait un petit trapdoor dans le plafond du couloir, qui semblait avoir été récemment ouvert. Avec l'aide de la police du campus, Julien et l'équipe de sécurité ouvrirent le trapdoor et montèrent pour enquêter. Là, ils découvrirent un petit passage menant à un espace caché entre les étages du bâtiment. À leur grande surprise, ils trouvèrent des preuves qu'une personne vivait là, des vêtements, de la nourriture et même un matelas. La police conclut que l'homme encapuchonné était probablement un ancien étudiant qui avait trouvé un moyen de vivre caché dans le bâtiment. Il utilisait l'espace entre les étages pour se déplacer sans être détecté et effrayer les résidents. Avec cette découverte, la police parvint à retracer et à arrêter l'homme, qui fut identifié comme un ancien étudiant ayant des antécédents de problèmes mentaux. Avec l'homme enfin capturé, les coups cessèrent et Julien put enfin dormir en paix. L'université renforça la sécurité du bâtiment et scella le passage secret pour éviter que quelque chose de similaire ne se reproduise. Bien que l'expérience ait été traumatisante, Julien se sentit soulagé d'avoir aidé à résoudre le mystère. Julien termina sa 2e année sans plus d'incidents et devint une sorte de héros sur le campus. Son histoire se répandit rapidement et il fut invité à partager son expérience lors de plusieurs réunions et conférences sur la sécurité sur le campus. L'aventure effrayante qu'il avait vécue devint une leçon sur la vigilance et l'importance de ne jamais ignorer ses instincts. La chambre individuelle qui avait autrefois été une source de peur et d'anxiété pour Julien était maintenant un symbole de sa courage et de sa résilience. Il continua à étudier et à exceller à l'université, emportant avec lui les leçons apprises lors de cette nuit de coups mystérieux. Et bien que l'expérience ait été terrifiante, Julien savait qu'elle l'avait façonné et renforcé de façon qu'il n'aurait jamais imaginé possible. 4e histoire, le colocataire troublant. C'était le début de la première année à l'université pour Louis. Il venait de déballer ses affaires dans le dortoir, avait dit au revoir à sa famille et se préparait pour cette nouvelle étape excitante. Cependant, l'enthousiasme de Louis se transforma rapidement en malaise lorsque son colocataire, Antoine, arriva. Antoine était sans aucun doute la personne la plus étrange que Louis ait jamais rencontrée. Lorsque Louis s'est présenté et lui a tendu la main pour le saluer, Antoine l'a simplement regardé fixement, comme s'il ne savait pas quoi faire. Finalement, il a donné à Louis une poignée de main faible et a murmuré son nom. Les tentatives de Louis pour engager la conversation ont été accueillies par des réponses monosyllabiques et des rires nerveux. En peu de temps, ils étaient tous deux assis en silence, chacun sur son lit, absorbés par leurs ordinateurs portables. Louis envisageait déjà de demander à changer de colocataire, mais l'étrangeté d'Antoine n'était que le début. Cette première nuit-là, Louis est rentré dans sa chambre après avoir exploré le campus et a trouvé Antoine dans la même position où il l'avait laissé, fixant son ordinateur portable. Lorsque Louis a éteint la lumière et s'est préparé à dormir, Antoine est resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, fermant enfin son ordinateur portable et se couchant. C'est vers 4 heures du matin que Louis s'est réveillé brusquement. La lumière de la lune passait à travers les rideaux ouverts, illuminant la chambre et révélant Antoine assis au bord du lit, le fixant intensément. « Antoine, que fais-tu » murmura Louis. Antoine se contenta de murmurer un désolé et retourna se coucher. Le lendemain, Louis a rencontré quelques personnes sympathiques à l'étage, mais il ne pouvait pas chasser le comportement bizarre d'Antoine de sa tête. Plus tard, lors d'une orientation sur le campus, Louis vit Antoine assis par terre, frottant l'écorce d'un arbre avec sa main. Le guide de l'orientation ne le remarqua pas, mais les camarades de Louis en firent la remarque, et il confirma qu'Antoine était son colocataire, provoquant des rires nerveux. Cette nuit-là, Louis découvrit que l'administration avait trouvé un nouveau colocataire pour lui.
Soulagé, il sortit pour rencontrer ses nouveaux amis, mais à son retour, il trouva Antoine assis sur la chaise du bureau, face à la porte. Louis le salua, mais Antoine ne répondit pas. Se sentant mal à l'aise, Louis vérifia son ordinateur portable et réalisa que ses emails et ses dossiers avaient été fouillés. Confrontant Antoine, celui-ci nia fermement toute implication. Le véritable cauchemar commença lorsque Louis se réveilla au milieu de la nuit avec le bruit d'une fermeture éclair qui s'ouvrait. Il vit Antoine fouiller dans son sac par terre. « Que fais-tu » Louis le confronta. Antoine répondit qu'il pensait que Louis avait pris sa brosse à dents par erreur. Louis savait que c'était un mensonge et décida de déménager de cette chambre le lendemain. Le matin suivant, Louis fut présenté à son nouveau colocataire, Félix, qui était sympathique et normal. Se sentant enfin soulagé, Louis et Félix se couchèrent après une conversation agréable. Mais cette nuit-là, Louis se réveilla à nouveau, cette fois avec un son étrange venant de la poignée de la porte. Il regarda par le judas et vit quelqu'un essayer de déverrouiller la porte. Louis appela la police du campus, qui arriva rapidement et trouva Antoine à l'extérieur, essayant d'entrer. Antoine fut emmené menotté, et Louis ne le revit jamais. L'expérience laissa des cicatrices psychologiques à Louis, le rappelant constamment de la terreur qu'il avait vécue. Louis passa le reste de ses années à l'université comme n'importe quel autre étudiant, mais les nuits silencieuses ramenaient encore les échos de ses expériences effrayantes. Il n'oublia jamais Antoine et les nuits de terreur qu'il avait vécues lors de sa première année à l'université. 2 ans plus tard, Louis était bien établi dans la vie universitaire. Il avait un groupe solide d'amis et participait à diverses activités parascolaires. Une nuit, lors d'une des nombreuses fêtes sur le campus, lui et ses amis décidèrent d'explorer un parc forestier à proximité. Le parc, situé aux limites du campus, était connu pour ses sentiers isolés et son atmosphère mystérieuse. C'était une nuit de pleine lune, et le groupe était excité à l'idée de faire un petit feu de camp et de raconter des histoires d'horreur. Ils marchèrent pendant environ une demi-heure jusqu'à trouver une clairière cachée, parfaite pour ce qu'ils avaient prévu. Ils allumèrent le feu de camp et commencèrent à s'amuser, partageant des rires et des histoires effrayantes. À mesure que la nuit avançait, le temps semblait s'accélérer. La combinaison de la lumière du feu et de l'obscurité autour créait des ombres dansantes qui donnaient vie aux arbres. Au milieu des rires, l'une des amies de Louis, Anna, s'arrêta brusquement. « Vous avez entendu ça ?» demanda-t-elle, regardant autour d'elle avec des yeux grands ouverts. Tous se turent, essayant de capter le moindre son étrange. Soudain, ils entendirent le bruit de feuilles sèches piétinées, venant de quelque part dans l'obscurité. Louis et ses amis se regardèrent, essayant de comprendre s'il s'agissait simplement de la paranoïa causée par l'atmosphère ou de quelque chose de réel. « C'est peut-être un animal, » suggéra Joao, essayant de calmer les esprits. Mais les sons continuèrent, maintenant plus proches et distincts. C'était comme si quelqu'un tournait autour de la clairière, restant hors de vue. « Partons, » dit Louis, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Tout le monde fut d'accord et commença à éteindre rapidement le feu de camp. Alors qu'ils ramassaient leurs affaires, une branche fut jetée vers eux, tombant au milieu du feu de camp presque éteint. Tous se figèrent, regardant autour d'eux avec peur. « Qui est là ?» cria Louis, essayant de paraître courageux. Mais il n'y eut pas de réponse, seulement le son des branches qui se brisaient sous des pieds invisibles. Sans perdre plus de temps, le groupe commença à marcher rapidement de retour vers le campus, regardant constamment par-dessus leurs épaules. Le chemin du retour semblait interminable, et la sensation d'être observé était palpable. Quand ils sortirent enfin de la forêt et atteignirent la sécurité du campus, tous étaient hors d'haleine et nerveux. De retour au dortoir, ils essayèrent de rire de l'expérience, mais la peur était toujours présente. Louis ne pouvait pas chasser de sa tête l'idée qu'ils auraient pu rencontrer quelque chose de plus qu'un simple animal dans la forêt cette nuit-là. Les ombres et les sons de la nuit le hantaient dans ses rêves, les transformant en cauchemars récurrents. Quelques mois plus tard, Louis et son colocataire, Félix, décidèrent d'aller à une fête dans une fraternité peu connue sur le campus. La fraternité avait une réputation douteuse, mais la curiosité et le désir de s'amuser l'emportaient. Quand ils arrivèrent, ils furent accueillis par un homme petit et corpulent qui les laissa entrer avec un sourire étrange. La fête se déroulait dans une pièce mal éclairée et étouffante, remplie de garçons et peu de filles. L'ambiance était inconfortable,
et Louis réalisa rapidement que quelque chose n'allait pas. Alors que Félix s'amusait à discuter avec d'autres étudiants, Louis fut abordé par un gars insistant pour qu'il prenne un verre. À contre-séhur, Louis accepta pour ne pas sembler impoli, mais il regretta bientôt. Quelques minutes après avoir bu, Louis commença à se sentir étourdi et désorienté. Il essaya de retrouver Félix, mais la salle semblait tourner autour de lui. Se sentant de plus en plus faible, Louis réalisa qu'on avait mis quelque chose dans son verre. Il parvint à retrouver Félix et, avec difficulté, expliqua ce qui se passait. Félix, alarmé, aida Louis à sortir de la fraternité et appela un taxi pour les ramener au dortoir. En chemin, Louis perdit connaissance. En se réveillant le lendemain matin, il était dans sa chambre, avec Félix à ses côtés, visiblement inquiet. Louis raconta à Félix tout ce dont il se souvenait et, ensemble, ils décidèrent de signaler l'incident à la sécurité du campus. Cette expérience rendit Louis encore plus prudent et méfiant à l'égard des fêtes et des personnes autour de lui. Il savait qu'il avait eu de la chance d'avoir Félix près de lui cette nuit-là, mais le sentiment de vulnérabilité et de peur resta avec lui. En troisième année, Louis obtint une chambre individuelle dans une partie isolée du dortoir. Initialement, il était ravi de l'intimité et de l'espace, mais bientôt cette joie se transforma en inquiétude. Au cours des premières semaines, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'une nuit il fut réveillé par des bruits de coups à la porte. « Qui est là » cria-t-il, mais il n'y eut pas de réponse. Il se leva rapidement et ouvrit la porte, pour trouver le couloir vide. Le sentiment d'être observé le suivit jusqu'au lit, où il passa le reste de la nuit éveillé, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Les coups continuèrent les nuits suivantes, toujours à la même heure, toujours sans réponse. Louis commença à devenir paranoïaque, demandant aux autres résidents du dortoir s'ils lui faisaient une blague, mais tous nièrent vigoureusement. La tension monta lorsque, une nuit, Louis vit une ombre bouger dans le couloir. Cette nuit-là, alors qu'il essayait de rester calme, Louis entendit des pas résonner dans le couloir. Ils étaient lourds, déterminés, comme si quelqu'un s'approchait. Il retint son souffle et sentit son cœur s'accélérer. Il se leva lentement, essayant de faire le moins de bruit possible, et regarda par le judas de la porte. L'ombre se rapprochait, devenant plus nette. Soudain, la poignée de la porte tourna violemment, et la porte fut poussée avec force. Louis recula, trébucha et tomba par terre. « Qui est là » cria-t-il à nouveau, la voix tremblante. La porte s'ouvrit lentement, et un visage familier émergea de l'obscurité, Antoine. Antoine était différent. Ses yeux étaient vitreux, et un sourire déformé étirait ses lèvres. « Louis, murmura-t-il, tu ne peux pas t'échapper de moi. » Louis essaya de se lever, mais Antoine avança rapidement, le tenant par les épaules. « Que veux-tu » réussit à demander Louis, luttant pour se libérer. « Je veux que tu te souviennes, répondit Antoine de manière énigmatique. Souviens-toi de ce qui s'est passé cette nuit-là. Soudain, tous les souvenirs revinrent à l'esprit de Louis, la fête, la boisson empoisonnée, la sensation de désorientation. Il se souvint d'un visage dans la foule, le même sourire déformé. « C'était toi, murmura Louis, les yeux écarquillés. Tu étais à la fête. » Antoine rit doucement. « Oui, c'était moi. Tu n'aurais jamais dû faire confiance à personne. » Avec une force dont Louis ne savait pas qu'il disposait, il repoussa Antoine et courut vers la porte. Il savait qu'il avait besoin d'aide, mais le couloir semblait interminable, chaque porte un obstacle. Finalement, il atteignit l'escalier et descendit en courant, sentant Antoine derrière lui à chaque pas. Arrivé dans le hall, Louis vit Félix et d'autres colocataires. « Aidez-moi » cria-t-il, sa voix emplie de désespoir. Félix accourut vers lui, confus mais déterminé à aider. « Que se passe-t-il » Antoine, il me poursuit, réussit à dire Louis entre deux respirations haletantes. La sécurité du campus arriva rapidement, alertée par le tumulte. Antoine fut maîtrisé, mais pas sans se battre férocement. Alors qu'il était emmené, il regarda Louis une dernière fois, les yeux remplis d'une promesse sinistre. Dans les jours qui suivirent, Louis essaya de retrouver une vie normale, mais la peur et la méfiance persistaient. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, Antoine trouverait un moyen de revenir. La sécurité du campus renforça la surveillance,
et Louis fut transféré dans un nouveau dortoir, loin de là où tout avait eu lieu. Bien que les nuits soient encore hantées par des souvenirs et des cauchemars, Louis trouva de la force dans ses amis et dans la communauté qui l'entourait. Il savait qu'il ne serait jamais complètement libéré de la terreur qu'il avait vécue, mais il était déterminé à ne pas laisser cela définir sa vie. Et ainsi, Louis avança, plus prudent, plus vigilant, mais aussi plus fort. Il avait affronté la peur de front et avait survécu. Et au fond de lui, il savait que, quoi qu'il arrive, il ne serait plus jamais seul. Alors que nous nous apprêtons à conclure cette exploration des ténèbres, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Murmure du Néant pour ne pas manquer les prochaines histoires qui mettront votre courage à l'épreuve. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque nouveau frisson. Partagez également vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de continuer à explorer ensemble les profondeurs de la peur. À bientôt, et retrouvons-nous dans le prochain cauchemar.